Et on peut y aller pour les actus hardware du vendredi 8 janvier 2021. Je me suis pas trompé dans la date, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Toujours des actus un peu calmes en attendant le CES. Clairement, ça va être ça jusqu'à la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine le CES, donc ça va vite arriver. On va commencer par un jeu qui sera offert à partir du 14 janvier, mais un jeu plutôt sympa, vous verrez, sur l'Epic Game Store. On commence à en avoir l'habitude maintenant. Il nous régale l'Epic Game Store régulièrement en nous offrant des jeux plus ou moins connus et plus ou moins chers. Mais là, c'est quand même plutôt sympa. Un jeu que moi, personnellement, j'ai poncé. Donc, je connais. On continuera avec des news crypto-monnaie. Vous allez voir, c'est assez intéressant, surtout en ce moment, ça bouge très très vite. On continuera par une petite news économique qui sera très très intéressante. Je vais vous parler du rachat de ARM. Normalement, ça devait être par Nvidia, mais peut-être ça va être plus compliqué que ça. On va en parler. C'est vraiment très intéressant. ARM, c'est la boîte que tout le monde aimerait racheter, mais que personne ne peut. Donc c'est plutôt drôle. On continuera avec une alimentation assez puissante sans ventilateur. Donc ça, on ira vite fait dessus, mais sachez que ça existe. Et c'est quand même assez sympa. Et c'est quand même, pour le coup, là, une alimentation puissante. On aura ensuite Thermaltake qui continue de nous teaser ses infos, ses annonces CES. Clairement, soit ils ont trop d'annonces pour le CES, du coup ils en balancent une partie avant, une partie après, une partie pendant. Soit, je sais pas, c'est peut-être de la pré-communication, on sait pas. Mais en tout cas, ils nous annoncent encore des trucs. On aura ensuite un petit boîtier, un boîtier mini ITX avec un agencement intéressant, donc un peu innovant. Enfin, ça doit pas être les seuls, mais c'est intéressant. On parlera après de la Smart Access Memory technologie d'AMD pour gagner en performance quand vous avez une config complètement AMD, donc processeur et carte graphique. On va voir que au final c'est pas si intéressant que ça, malheureusement. La présentation d'une 3090 très haut de gamme pour être intégrée dans un circuit de water cooling, donc vraiment une pépite de technologie. On n'a pas le prix, mais on préfère ne pas l'avoir. Honnêtement, on est sur des cartes qui vont dépasser les 2000 €, c'est sûr. Une petite news, retour en stock des Ryzen 5000. Ils reviennent, oui, c'est vrai. Par contre, ils sont toujours très chers, malheureusement. Mais ils reviennent, c'est déjà un premier point. Et on finira sur deux écrans Acer. Le premier, un petit écran pour les nouvelles consoles, vraiment full compatible console next-gen PS5 ou Xbox Series X. Vraiment, il coche toutes les cases, il remplit tous les critères. Il sera bien sûr très cher, comme tous les premiers écrans complètement compatibles, mais au niveau technique, ça régale. Et un autre écran, alors encore très haut de gamme, encore plus cher, et par contre, lui, il coche pas toutes les cases. Donc, on peut se poser des questions si c'est pas un produit qui a été retardé, et peut-être retardé un peu trop longtemps, parce qu'aujourd'hui, pas sûr de sa place. On en discutera ensemble. On peut commencer tout de suite avec le bon plan d'aujourd'hui, qui est en fait pas pour tout de suite, parce que ça commencera à partir du 14 janvier. Mais l'Epic Game Store nous offre le jeu Star Wars Battlefront 2 édition célébration, donc avec du contenu additionnel gratuitement, donc c'est quand même plutôt sympa.
Un jeu que personnellement j'ai poncé sur la PS4. Un jeu quand même plutôt sympa. Après on peut lui trouver plein de défauts, comme à peu près tous les jeux j'imagine. Mais moi j'ai beaucoup aimé y jouer, j'aime beaucoup l'univers Star Wars et du coup vraiment, vraiment sympa comme jeu. Et un mode en ligne plutôt, plutôt propre avec des modes variés, de la guerre terrestre à la guerre spatiale. Donc non, moi j'ai vraiment passé du bon temps sur le jeu, donc c'est vraiment sympa. Maintenant c'est vrai qu'il est un peu ancien, mais un très bon jeu tout de même que je recommande fortement. À partir du 14 janvier, offert sur l'Epic Game Store, n'hésitez pas, c'est gratuit. Franchement, ce genre de truc, quand c'est gratuit, faut pas traîner, hein. C'est quand même super intéressant. On continue avec la crypto-monnaie. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer des trucs de crypto-monnaie parce que même les gens qui ne sont pas à la base, comment dire, commentateurs de ce genre de choses le deviennent ces derniers jours. Euh, donc nous on en parle de temps en temps parce que c'est forcément un peu lié à l'hardware et à l'informatique. Et ça bat des records là, les cours sont en train de monter à l'infini parce que cette news nous dit que ce matin, le Bitcoin atteint 32 000 euros l'unité, 32 000 euros le Bitcoin et 950 euros l'Ethereum, donc le BTC et l'ETH. Je suis allé voir par curiosité ce soir pour savoir parce qu'on sait que c'est un marché quand même très volatile, c'est-à-dire qu'il peut monter très rapidement comme descendre très rapidement, s'écouler en l'espace de quelques heures comme prendre 50%, non peut-être pas 50%, mais monter fortement en l'espace de quelques heures. Donc juste avant de commencer mon stream, je suis allé voir le cours en temps réel. Le Bitcoin était peu avant 18h à 33 900 euros. 33 900 euros l'unité. Un seul Bitcoin coûtait 33 900 euros. Et l'Ethereum était passé au-dessus des 1000 euros unité. Donc l'Ethereum qui a aussi ces derniers temps un gain énorme. Moi j'avoue que je suis pas trop les marchés et les cours, mais je vois des infos passer de temps en temps, même si je ne m'intéresse pas trop. Mais visiblement, là, depuis quelques temps, ça marche très très bien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, pas trop chez nous, mais dans certains pays, ça va consommer beaucoup de matériel hardware, notamment des trucs dernière génération, notamment en termes de cartes graphiques, parce que c'est comme ça qu'on les produit. Et certaines agences de finance, des cabinets de finance, prédit que le cours du Bitcoin pourrait atteindre 146 000 dollars. Alors là, on est en dollars. D'ici la fin d'année, tout ça est une prédiction un peu hasardeuse tout de même, hein, parce que ça peut être ça, comme ça peut repasser en dessous de 10 000 dollars. En fait, ça dépend de plein de choses. Et ça reste très sensible comme marché, mais on peut gagner de l'argent, ça c'est sûr. On peut aussi en perdre, comme un peu toutes ces genres de transactions. Mais visiblement, en ce moment, c'est vraiment un bon moment pour les crypto-monnaies. Ça a l'air de marcher très très fort. Et d'ailleurs, on enchaîne avec une autre news crypto-monnaie. C'est un site américain qui s'est amusé à quantifier la rentabilité d'une carte graphique pour miner des crypto-monnaies. Seul problème dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas quelle crypto-monnaie est utilisée comme référence, ce qui nous pose un petit problème parce que elles ont toutes des cours différents. Et bien sûr, j'imagine que c'est indexé sur un moment où le cours était au plus haut, notamment sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Donc voilà ce que ça leur donne.
Ça est fait aux États-Unis avec le coût de l'énergie aux États-Unis, qui est différent du coût de l'énergie en France. Mais vous avez pour chaque carte la somme générée chaque jour, le coût de fonctionnement, donc les profits au quotidien qui sont la somme générée chaque jour moins les coûts de fonctionnement. Hein, faut pas être trop malin. Et du coup, avec les profits quotidiens et le prix d'achat, on peut avoir le délai de rentabilité, donc en combien de jours on rentabilise l'achat, combien de jours on se rembourse l'achat de sa carte graphique. Donc ici, vous voyez une 3090, 150 jours à tourner en continu. Hein. Par contre, c'est 24, 150 jours de fonctionnement. Et ça varie 85 jours pour une 3080. Donc vous voyez, ça se rentabilise bien plus vite une 3080. Et les profits quotidiens sont assez proches. Hein. 3080 mieux qu'une 3090. Et c'est fait avec plein d'autres cartes. Donc si vous voulez savoir à peu près, en gros en France l'énergie est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis en gros, et dans certains pays il est 2 fois moins cher qu'aux États-Unis. Donc on n'est clairement pas le meilleur pays pour s'amuser à ce genre de choses. Les États-Unis est déjà un pays plus propice, et de nombreux pays asiatiques sont encore plus propices parce que 80% de la crypto-monnaie est minée en Chine. Donc c'est sûrement que l'énergie est beaucoup moins chère. Hein. Ils sont pas... c'est juste ça. Mais c'est assez marrant. Et ils sont même allés chercher des cartes un peu plus anciennes jusqu'à la 2060 et la 5600 XT. Donc tout de même 91 jours pour rentabiliser une 5600 XT qui coûte seulement 279$. Vous rentabilisez plus vite une 3080 qu'une 5600 XT. Et la 2060, j'en parle même pas, 117 jours. Alors là, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable, vaut mieux faire un prêt et acheter une 3080. 3080, franchement, 85 jours pour un achat à 700$. C'est peut-être aussi ça le problème, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup à 700$. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, sachez que la crypto-monnaie se porte très bien. Donc voilà, si vous voulez vous y intéresser, c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir, mais c'est un bon moment pour s'y intéresser parce que plein de choses bougent et le marché est en ébullition. On continue avec un très très gros morceau. Alors là, on va essayer de ne pas rentrer dans les trucs trop compliqués, et même moi, je pense que je connais pas tout, donc je vais essayer de pas dire trop de conneries. On va parler de ARM, qui devait être racheté par... Enfin, qui doit être racheté par Nvidia. Alors pour une somme totalement astronomique ou pas, mais tout de même 40 milliards. 40 milliards de dollars. Donc ARM, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise qui vend des licences pour fabriquer un type de puce. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, ils donnent le droit à d'autres entreprises d'utiliser une technologie pour faire des processeurs. En gros, notamment quasiment l'intégralité des processeurs qui se trouvent dans les téléphones, dans les smartphones actuels. Donc, beaucoup de processeurs, beaucoup de clients, et beaucoup de gens qui ont des intérêts avec ou contre ARM. Donc, très compliqué. Parce que racheter une boîte, il faut déjà avoir l'argent. Ici, on parle quand même de 40 milliards. Bon, 40 milliards, il y a quand même... Vous allez me dire qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui possèdent 40 milliards pour racheter quelque chose d'intéressant. C'est vrai. Et beaucoup de grosses boîtes les possèdent, notamment Apple, qui, on sait, ont des bons comptes en banque bien fournis et les moyens de racheter bien ce qu'ils veulent, qui ont été approchés par ARM. Problème dans cette histoire, c'est la concurrence
et le monopole. Parce que dans tout marché régulé, on a des organismes qui régissent la concurrence et sur la plupart, sur normalement les marchés régulés, le monopole est interdit. Et en fait, ARM est tellement important et partout que s'il se rapproche de n'importe qui, quasiment, n'importe quelle grosse boîte qui possède les 40 milliards pour les racheter, ils se font avoir par ces histoires de concurrence déloyale, de monopole et du coup de capacité de tout gérer, d'augmenter notamment les prix. Enfin, vous imaginez bien tout ce qu'implique un monopole. Apple qui a déjà été plusieurs fois, qui a déjà eu plusieurs fois des problèmes justement à cause de ces problèmes de monopole, notamment sur leur système iOS où effectivement le système iOS est présent uniquement sur les iPhones, donc les produits Apple, que toute application s'y trouvant a été validée par Apple, donc en gros ils ont la main mise sur tout le système et les téléphones Apple représentent une partie significative des téléphones en circulation. Donc ils ont déjà eu des problèmes. Donc ils ont dit on aimerait bien mais on peut pas, c'est pas possible. Et à ce moment-là, Nvidia a dit nous ça nous intéresse, on a l'argent et tout. Ça s'était fait. Et là on apprend que c'est au Royaume-Uni, l'organisme qui gère justement ces histoires de concurrence a dit on sait pas trop, on n'est pas sûr que ça viole pas les règles, que ça crée pas un monopole, parce que Nvidia ne fait pas ou très peu de processeurs. Ils en font un tout petit peu, mais vraiment à la marge. Mais ça reste un grand groupe de l'électronique. Ça pourrait leur donner des pouvoirs immenses en soi. En soi, ils pourraient avoir quasiment la capacité de casser des marchés pour une entreprise concurrente. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, la justice britannique a l'air de pas être trop d'accord avec cette histoire. Donc on va voir ce qui se passe. Nvidia a communiqué en disant qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de créer un monopole, qu'ils allaient laisser ARM comme entité indépendante et avec un fonctionnement tel que celui qu'il est actuellement. Après, en théorie, ça leur donne beaucoup de pouvoir, bien sûr. Sachant que ARM est fournisseur de licences pour les processeurs, notamment pour Samsung et Apple, qui sont des géants. Enfin, on peut avoir, ça peut donner quasiment le pouvoir de vie ou de mort sur des groupes énormes. Apple aussi qui travaille avec ses nouvelles puces M1 sur les MacBooks, c'est aussi des processeurs ARM. Donc ça peut être très compliqué, mais on pouvait s'y attendre. Hein, après, c'est juste qu'ils ouvrent une enquête, ils vont voir si ça passe ou pas. Mais c'est pas vraiment étonnant que des institutions de régulation des marchés s'intéressent à ce genre d'histoire. Et ça reste un rachat à 40 milliards. On peut s'y intéresser, hein, quand il y a 40 milliards en jeu. C'est qu'il y a des intérêts. On continue avec une news très très rapide, une alimentation 700 watts pour PC. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de si incroyable. Et il y a juste pas de ventilateur. Donc c'est pas si incroyable que ça, mais il n'y a pas de ventilateur, ça produit 700 watts, ce qui est quand même plutôt puissant. Et dans un silence quand même plus grand que si vous aviez un ventilateur normal. Donc voilà, on n'a pas de prix forcément, ça va coûter très très cher comme toutes
alimentations passives, donc sans ventilateur, mais au moins ça existe. Et c'est déjà pas mal. On continue avec Thermaltech. Thermaltech qui continue de nous teaser ses annonces du CES. Alors, honnêtement, c'est quand même bizarre de faire autant de communication pré-CES. On peut se poser la question de est-ce qu'ils ont tant de trucs que ça à présenter et tout va pas rentrer, ou alors c'est vraiment du matraquage commercial? Je sais pas. Mais en tout cas, on a les infos donc on en parle. De toute façon, si ça retombe, si les mêmes infos retombent au CES, comme ça on n'en parlera pas et il y aura tellement d'infos au CES que, enfin pendant le CES, que on pourra malheureusement pas tout traiter. Donc si c'est du matraquage, tant mieux. Si c'est qu'ils ont trop d'infos, bah tant mieux aussi. Donc on parle ici de water cooling all-in-one, donc pour refroidir le processeur et préinstaller, juste des vis à mettre. On a deux modèles. Ce premier modèle plutôt haut de gamme avec 3 ou 2 ventilateurs. Et cet écran, alors moi ça me régale ça à chaque fois, mais cet écran sur le waterblock configurable et paramétrable, je trouve ça fou. En général ça vaut une blinde et c'est pas du tout intéressant d'un point de vue prix, mais je trouve ça vachement bien. Et je me dis que quand tu vois l'intérieur de ton boîtier, que tu as une vitre, tout ça, et bah c'est quand même sacrément classe. Mais c'est que mon avis personnel, bien sûr. Donc on a celui-là haut de gamme et celui-là plus accessible avec, vous voyez, à la place de l'écran, juste un petit logo rétro-éclairé. Celui-là qui du coup est disponible en version 3 ventilateurs comme ça, 2 ventilateurs comme ça, et aussi une version intermédiaire avec 2 ventilateurs, mais des ventilateurs plus grands, en 280. Donc voilà, on n'a pas de prix et pas de date non plus, mais ça arrivera post-CES très rapidement, début d'année, fin janvier, tout ça, tout ça. C'est sympa, c'est sympa. En vrai, ils sont bien, ils sont très sobres. Parce qu'on a, sur celui-là, on a quand même une durée du RGB uniquement sur le waterblock. On a des ventilateurs et un radiateur très sobre. Donc c'est pas mal. On n'a pas de prix malheureusement. On aurait aimé avoir un prix, c'est sûr. Mais on l'aura prochainement. Ça devrait arriver. On continue avec un boîtier. Un boîtier petit, un mini ITX. Donc vraiment petit. Hein. En gros, une demi-tour. Une demi-tour de PC classique. Il pèse 2,8 kg, donc il est quand même lourd, même s'il est petit. En même temps, on est sur de l'aluminium et de l'acier, donc des matériaux qui pèsent leur poids, mais qui font aussi la robustesse du produit. On est visuellement sur quelque chose d'assez simple, sobre, même si on a des panneaux en verre trempé de chaque côté. Sinon, une pièce unique en métal. Et en fait, il est équipé de 2 compartiments. Et c'est ça l'ingéniosité du boîtier. On a un compartiment pour mettre une carte graphique de un peu de la taille que vous voulez. Vous voyez ici, on a une grande carte graphique avec 3 ventilateurs. Donc vraiment une grande carte graphique. Et une autre partie pour mettre l'alimentation et la carte mère avec ce qui va sur la carte mère. On a toutes les dernières connectiques qu'il faut. On a la capacité de mettre une grande carte graphique. En termes de carte mère, c'est du coup du mini ITX, comme la taille du boîtier l'indique. Donc là, on sera plus réduit en termes de connectique. Mais ça veut dire qu'on peut mettre quand même une machine, une vraie machine gaming dans le genre de truc grâce à cette idée d'avoir 2 compartiments et une séparation au milieu. C'est plutôt ingénieux pour avoir un boîtier petit et une compatibilité étendue. L'objet est assez beau.
on n'a pas de prix. Mais ce sera sûrement un objet plutôt cher, hein. Du verre trempé, de l'aluminium, de l'acier, un poids de quasiment 3 kg sur la balance pour un tout petit boîtier. Après, c'est le genre de boîtier que vous pouvez poser sur un bureau et qui peut être appréciable à regarder. Je pense qu'il y a, on le voit pas ici, mais je pense qu'il y a un panneau comme ça en verre trempé de chaque côté. Ce qui fait qu'il peut être regardé des deux côtés, et ça c'est cool aussi. On n'y pense pas toujours. Mais c'est intéressant. Et de plus en plus, les boîtiers sont faits pour être jolis et s'intégrer un peu partout, pas forcément des machines à éclairage de partout. Enfin, après chacun a le boîtier qu'il souhaite, hein, mais on va quand même vers un boîtier plus sobre et moins tuning qu'avant. Et moi j'avoue que je préfère. Après, c'est les goûts, les couleurs. Je vais pas me permettre de juger les goûts, les couleurs. Ce serait malvenu. On continue avec de la tech AMD. AMD qui, quand ils ont fait leurs annonces en sortant leur nouveau processeur, leur nouvelle carte graphique, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, en plus de ça, on vous sort une petite technologie aux petits oignons qui va faire que tout ça va marcher encore mieux ensemble et vous allez avoir des gains, significatifs en termes de performance. Donc, bah, vous connaissez, hein, dans l'informatique, les gens ils testent. Des gens ont testé, ils ont fait que effectivement en moyenne il y avait un gain. En moyenne on est à 3% de performance supplémentaire. Donc significatif, peut-être pas tant que ça. Sur certains jeux et certaines résolutions, on a même des pertes. C'est un peu dommage ça, tout de même. Mais bon, c'est aussi des questions d'optimisation. On connaît, tout doit être optimisé pour que ça marche bien. Bah, du coup, en vrai, ça marche pas si bien que ça, sauf sur certains titres. Effectivement, il y a certains titres, notamment le dernier Assassin's Creed, qui lui a, je crois, 15% de performance en plus. Du coup, là, c'est significatif, mais sinon, c'est pas. Franchement, ça fait pas la diff énormément non plus. C'est un peu dommage. À voir, c'est aussi une technologie qui doit être améliorée et peaufinée dans les prochaines années, donc on verra les prochaines versions qui permettront peut-être des gains plus significatifs, enfin on l'espère. Mais pour l'instant, ça tâtonne encore un peu. On continue avec de la carte graphique honnêtement ultra haut de gamme. Je sais pas si on peut vraiment faire plus haut de gamme que ce genre de truc. En termes de carte graphique de bureau, hein, sans parler de trucs totalement orientés professionnels, même si on est sur une 3090, et une 3090, pas n'importe laquelle, on est sur une faite pour le water cooling, donc voilà à quoi elle ressemble, voilà l'arrière, donc elle s'appelle la Kingpin Hydro Copper. Elle est magnifique en vrai. Ici vous avez le circuit où passera le liquide pour la refroidir. Ça c'est pas incroyable. Ici la backplate. Donc on nous dit ici que le PCB, là ça va être, je vais peut-être perdre du monde, mais le PCB c'est la carte électronique en fait. La carte électronique qu'on appelle le PCB. On a l'habitude dans les cartes électroniques standards où on peut avoir des circuits imprimés sur le dessus et sur le dessous et des éléments qui traversent la carte. Ici on a 12 couches empilées de cartes en une. Nous on a l'impression d'avoir un seul truc, mais en vrai il y a 12 couches empilées et 23 VRM. Alors vous pourrez le sortir dans vos trucs, dans vos salons techniques. Les VRM sont des régulateurs de tension, donc pour être sûr que la carte reçoit les tensions précises au millivolt près attendu. Donc tout ce qu'il faut pour avoir les meilleures performances possibles
on y retrouve 3 connecteurs d'alimentation 8 pins, ce qui est beaucoup, mais ce qui est le cas pour d'autres 3090 qui sont même pas forcément water coolés, refroidi par liquide. Et la carte pourra recevoir jusqu'à 450 watts, donc par contre ça consomme de ouf. Pas étonnant que ça consomme de ouf. Les performances seront au rendez-vous. On n'a pas de prix et en vrai vaut mieux. Je peux vous faire un pari que la carte vaut plus de 2000 €, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, hein, c'est honnêtement pas pour tout le monde, mais c'est des très beaux objets et c'est quand même assez incroyable. En fait, l'intérêt, parce qu'il y a quand même un intérêt à avoir une carte refroidie par liquide par rapport à une carte refroidie par l'air, c'est qu'elle est 2 fois moins grosse, voire plus. En fait, les dernières cartes sont très épaisses. Ici, elle est très fine. Pour une 3090, elle est très très fine. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, mais ça coûte très très cher et ça demande un circuit de refroidissement liquide adapté, ce qui est un autre investissement aussi coûteux. On continue avec des stocks. Oui, vous ne rêvez pas, des stocks, et on parle bien de Ryzen 5000, les Ryzen dernière génération. Et oui, ils reviennent. Alors par contre, ils reviennent pas au prix annoncé par AMD à leur sortie, hein. Ils restent très très chers. On rappelle les prix officiels, on est à 315 € pour un Ryzen 5, 460 pour un Ryzen 7 et 550 pour un Ryzen 9 5900X, 850 pour un 5950X. Je sais pas s'ils donnent les prix ici, mais en vrai on n'est pas trop là-dessus. Ici on nous dit 369 € pour un Ryzen 5. Moi honnêtement je les ai pas vus en dessous de 400 €. 549 pour un Ryzen 7, voilà, hein. Et 700 pour un Ryzen 9 et 960 pour le plus haut de gamme. Donc ça régale pas du tout, hein. En vrai ça régale pas du tout, ils sont très très chers, ils restent assez peu disponibles, hein. C'est pas une vraie large disponibilité qui va faire baisser les prix, ça reste un peu les opportunités, un peu si vous avez de la chance. Sinon en vrai, je peux difficilement vous conseiller d'en acheter, hein. C'est quand même très très cher, sauf si c'est absolument le processeur que vous voulez. Sinon, c'est trop cher. Vraiment, c'est pas rentable. J'avais vu que, en gros, le Ryzen 5, il coûte pratiquement 2 fois le prix du i5 10e génération. Donc même s'il est un peu plus performant, 2 fois le prix, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais ça revient en stock, donc on peut se dire que ça va se rétablir petit à petit, qu'on va avoir du stock de plus en plus et du coup une chute des prix. Enfin, pas vraiment une chute des prix, plutôt un retour des prix à la normale dans un premier temps déjà. Ce serait vachement bien. Et ça me ferait vachement plaisir. Parce que là, franchement, difficile d'un point de vue technique, ils font envie, mais d'un point de vue prix, bah non, du coup. Du coup, non. On finit avec des écrans. On commence avec un écran clairement pour les consoles nouvelle génération. Il remplit toutes les cases. Il est cher. Mais ça, c'est pas une des cases à remplir. Mais par contre, il est 4K, 144 Hz. Il est petit, il fait que 28 pouces. Mais il dispose de l'HDMI 2.1 nécessaire pour afficher de la 4K à plus de 60 images par seconde, donc à 120 images par seconde, compatible en théorie sur les consoles dernière génération. On a toutes les connectiques qu'il faut
En plus de l'HDMI 2.1, on a le DisplayPort, on a de l'USB, on a une prise casque, on a une dalle du coup 4K, forcément, IPS. Il fait que 28 pouces, donc il est pas très grand, ça par contre c'est sûr. Sinon il est très beau, là-dessus aucun problème. Il est très sobre, il n'est pas incurvé. Je sais pas si on doit le préciser, mais il n'est pas incurvé. On devrait avoir des nouvelles bientôt, je pense. Et il coûte 950 € par contre. Donc ça fait un peu mal. Annoncé pour mai 2021. Ça, on connaît hein, maintenant les dates, ils ont encore le temps de changer. Mais sinon, il est sympa. Peut-être un peu cher, hein, 950 € pour du 28 pouces, ça fait quand même un peu mal. Après, il est compatible avec tout, il a toutes les connectiques, et c'est vraiment, c'est un peu, pour l'instant, un des moniteurs ultimes pour les consoles nouvelle génération. Mais 950 €, c'est sûr que ça reste très cher, surtout pour du 28 pouces. On aurait aimé plus grand pour ce prix-là. Bonsoir Toxique. Et plus grand, on en a un qu'on a déjà vu. C'est le Predator en 32 pouces. Alors, il est un peu pareil. Il est d'AliPS, 4K, 144 Hz. Dernière news déjà, et oui. 144 Hz. Du coup, voilà, machin. Il coûte aussi une blinde parce que c'est un Predator. Il est en 32 pouces, donc plus grand. 32 pouces, on atteint 80 et quelques centimètres. Je veux pas dire de bêtises, mais 80 et quelques centimètres. Et par contre, seul problème, il est 4K, c'est cool. Il est 144 Hz, c'est cool. Mais il n'a pas l'HDMI 2.1, il a seulement l'HDMI 2.0. Donc, pas de 4K à 120 Hz. Pas possible avec les consoles dernière génération. C'est le seul petit bémol. Surtout sachant que lui, il est à 1200 €, donc encore plus cher que son petit frère de 28 pouces qui coûte 950. 1200 € pour ne pas bénéficier de toutes les dernières générations, notamment en termes de connectique, c'est un peu dommage. Il est très beau, le pied est très propre, la finition a l'air très soignée, mais et oui, 4K 144 Hz, mais HDMI 2.0. Bah, donc ça veut dire plus conçu pour un PC que pour une console. C'est juste ça en fait. Parce que du coup, il a le DisplayPort qui lui permet de bénéficier du 4K 144 Hz. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est un produit qui a été retardé un peu trop longtemps et qui du coup arrive dans une fenêtre où il ne bénéficie plus des dernières technologies? Parce que l'HDMI 2.1 est quand même très récent et ils ont mis du temps, même après. Enfin, franchement, j'ai pas tout compris, mais ils étaient encore en train de discuter de la norme que les consoles étaient déjà sorties. Du coup, les consoles étaient équipées d'HDMI 2.1, dont des gens discutaient de la norme. C'était un peu. Il y a des histoires un peu étranges parfois dans l'informatique. Mais, mais voilà, juste on peut déplorer le manque d'HDMI 2.1 sur ce modèle, surtout à 1200 €, parce que du coup, quand on arrive à ce genre de prix, on est prêt à mettre quand même un certain prix dans un moniteur. Encore une fois, 1200 €, c'est quand même très cher. Le moniteur est très beau, très propre, 4K, 144 Hz, tout ce que vous voulez, mais il fait que 32 pouces. Il n'atteint pas le 1 mètre de diagonale, déjà. C'est quand même un point à noter. Et, euh, et 1200 € pour un écran de 80 centimètres, on aurait aimé quand même bénéficier de toutes les technologies. Je sais pas si, et je pense pas, mais peut-être qu'il y a un monde où on peut mettre à niveau vers l'HDMI 2.1. Je n'en ai aucune idée. Je me suis pas du tout renseigné pour savoir si
s'il y avait des broches supplémentaires ou ce genre de trucs. En tout cas, ça conclut nos actus du jour. J'espère que vous avez apprécié. Vers le DisplayPort plutôt, ouais. Ouais, bah ouais, après tu peux toujours adapter, mais c'est embêtant. C'est embêtant quand même. Quand tu mets 1200 € dans ton écran, t'as pas forcément envie de t'embêter à acheter un adaptateur en plus, quoi. Enfin, moi je serais comme ça, après je sais pas, et je mets pas non plus 1200 € dans mon écran, donc tout ça est purement hypothétique, mais je me dis comme ça que si je devais mettre 1200 € dans un écran, j'aimerais que j'ai juste un câble simple à mettre, sans adaptateur, sans me prendre la tête, et que au final, en fait, peu importe ce que j'ai, ça marche comme ça, bien direct, sans me prendre la tête, et j'aurais cette philosophie-là. Après, peut-être que d'autres ne sont pas pareils que moi, hein, je respecte. Mais je donne mon opinion, donc... Voilà, qui conclut nos actus du jour. J'espère que vous avez apprécié. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Ouais, j'ai dit ça un peu toute la semaine. À part les histoires de crypto-monnaies qui sont intéressantes parce que ça bouge très très vite en ce moment. Sinon, effectivement, on attend le CES avec impatience. N'hésitez pas à faire des retours sur n'importe quel réseau social ou commentaire ou mail ou ce que vous voulez, ou sur le Discord, un peu ce que vous voulez. Je lirai tout avec plaisir. Et voilà. Prochaine actu lundi. Lundi, on sera le 11. 11 du coup, début du CES. J'ai hâte.